Salut Clara, Salut Estelle. ça va? Ouais, super. Je suis trop contente, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. C'est vrai, on s'était parlé à travers nos ordinateurs respectifs, Et mais depuis nos téléphones c'est respectifs, ça. ouais. Et aujourd'hui, on s'était dit qu'on allait se réunir pour parler carrière, maternité, entrepreneuriat. On est toutes les 2 des entrepreneuses, ambitieuses, passionnées par ce qu'on fait Mm. et c'est un vrai sujet, les femmes et l'ambition. On nous dit un peu de rester dans nos cases, de pas forcément montrer qu'on a envie de faire de l'argent, de gagner bien notre vie avec, notre métier passion. Mm. Et toi, c'est quelque chose que tu affiches, fièrement sur les réseaux sociaux. Tu as même été interviewée, je crois, à la télé pour parler de ça, donc c'est quand même dingue. Toi, justement, c'est quoi ta position par rapport au ça, au fait de montrer que tu es fière, ambitieuse et que tu as vraiment la niaque, d'y aller et de réussir? Bah, déjà, pour moi, l'ambition, c'est pas forcément. Avant, je voyais ça un peu négativement, en me disant, ah, il a de l'ambition. Mais en fait, je me dis, c'est juste kiffer ce qu'on fait au quotidien et prendre du plaisir et gagner de l'argent pour faire des choses géniales. Donc, pour moi, c'est plus un gros mot d'avoir de l'ambition. C'est juste être super aligné et vraiment suivre ses rêves et se donner les moyens de réussir. Et toi, l'ambition, ça se définit comment? C'est par rapport à une rémunération? C'est par rapport à, au contraire, une organisation, le fait de bosser mais d'être libre pour tes enfants? Tu viens d'avoir d'ailleurs un deuxième petit bébé. Non, moi, c'est pas du tout par rapport à la rémunération, même si c'est les chiffres. Souvent, on regarde les chiffres, on se dit, ah bah voilà, j'ai réussi, j'ai pas réussi. Mais c'est plutôt réaliser tous mes rêves. Et en fait, avec Croco Maman, avec mon projet, j'ai tellement d'idées que c'est vraiment de me dire, bah tiens, je vais faire toutes mes idées. Et ce qui est drôle, c'est que je me suis toujours dit, mon aventure va durer 10 ans. Je me dis que ça durera 10 ans, et parce que j'ai beaucoup de cycles Ça de fait 10 combien de ans. temps, là, du coup? Ça fait 6 ans. Ah! Et en fait, je me dis, j'y vais à fond. Et sans me sacrifier, sans sacrifier ma vie de famille, mais j'y vais à fond. Et en fait, quand tu te rends compte que tu es passionné et que tu donnes tout, c'est vrai qu'il y a le succès qui est au rendez-vous. Après, le succès, ça peut être... ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, Ouais. je me dis, tiens, je suis en train vraiment de réaliser tout ce que je veux. Et toi, tu vois ça comment? Moi, j'ai vraiment pris un... Pour le coup, quand je suis devenir maman, ça m'a fait prendre conscience à quel point j'étais ambitieuse et que je voulais réussir. Mon parcours a été un peu différent du tien parce que j'ai été freelance et d'ailleurs, je le suis toujours encore un peu à côté de Biz and Bibs, le podcast. Mais j'ai toujours travaillé pour les autres, en fait. Quand je me suis lancée à mon compte en 2019, j'ai toujours travaillé pour les autres et j'ai eu quelques projets à moi, mais c'était pas la priorité et je pense que j'avais trop peur de me lancer. Et quand je suis devenue maman, là, j'ai eu un gros stop en mode non, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, j'en ai marre de bosser pour les autres et j'ai envie de bosser pour moi. Et ça, déjà, ça a été un gros step de me dire t'as le droit de bosser pour toi, t'as le droit de créer tes propres projets, même s'ils te rémunèrent pas au début. Ça c'était terrifiant pour moi d'avoir cette ambition de me dire justement poursuis tes rêves, même s'ils ne vont pas te payer au début. Et le gros changement que j'ai fait, c'est, enfin, comme tu le sais, c'est que moi, je t'ai interviewée à distance depuis Barcelone en 2024. Ouais. Et en fait, en 2025, j'ai embarqué toute ma famille avec moi à Paris pour développer le podcast. Alors, oui, après, ça m'a aidé à développer aussi un nouveau portefeuille client ici, notamment en termes de freelancing. Moi, je suis consultante en communication et c'était génial. Mais c'était un gros changement quand même. Tu deviens maman, t'es dans la trentaine. Moi, ça faisait 8 ans que j'étais à Barcelone. Tu dois tout refaire, ton cercle d'amis, tes activités, ta nouvelle routine, ton nouveau réseau professionnel. Et c'est un mélange d'ambition et de folie finalement. Mais l'ambition, c'était de rendre ça rentable. Moi, j'avais vraiment l'idée de poursuivre un projet qui me plaise, mais de le rendre rentable et en tout cas de bien gagner ma vie parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est Barcelone, alors ça fait énormément rêver et moi, c'est ma maison, j'adore cette ville. Mais pour l'entrepreneuriat, je trouvais que ça tournait un peu en rond et en termes de budget notamment, ils n'étaient pas aussi élevés que ce que je pouvais aller chercher en France. Donc c'est vraiment c'est le business qui t'a amené à Paris alors. Ouais, exactement. Ok. Et j'ai même emmené mon mari. Enfin, toi, genre, c'est un peu le changement inverse qu'on a l'habitude de voir. Le mari qui déménage pour être promu, tu vois, et sa femme et ses enfants suivent. Moi, c'est l'inverse. Ça fait femme d'affaires qui déménage à Paris avec ses enfants. Exactement. C'est génial. C'est vrai que moi aussi,
ma carrière, si je peux dire ça, a son importance. Et mon mari aussi laisse beaucoup cette place. Parfois, je lui dis, ce week-end, je travaille. D'autant plus que pour le contexte, toi, c'est pas évident parce que ton mari, il est pilote d'avion, donc il est pas tout le temps là. C'est ça. Mais tu vois, c'est pas que lui d'abord et ensuite moi, je me débrouille. C'est moi aussi, moi, je fais mon emploi du temps et on se débrouille à deux pour que chacun puisse s'épanouir dans son travail. Et je trouve que dans cette conversation, ce que je souhaite vraiment souligner, c'est la passion. Parce que je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Et donc, il y a des jours entiers, des semaines entières où j'ai pas l'impression de travailler. Donc, je pense que c'est aussi une chance. C'est pour ça que pour moi, travailler, c'est pas un gros mot. Et j'adore le dimanche soir parce que je sais que le lundi matin, je vais pouvoir travailler. Et je pense que aussi ça aide mon projet de me dire je peux travailler vraiment un maximum puisqu'en fait c'est ça qui me régénère, me ressource et m'inspire, etc. Mais je dirais même que c'est vital parce qu'en fait, moi, comme j'interviewe plein de parents et de mamans qui entreprennent, j'ai plein de mamans surtout qui, à la naissance de leur enfant, veulent se reconvertir, se lancer. Et toutes me demandent un peu c'est quoi mes conseils. C'est la passion, c'est le conseil numéro 1 parce qu'en fait, t'es ta propre boss, t'as besoin d'être motivé. C'est dur, c'est pas facile d'entreprendre, de créer son projet. Donc, il faut vraiment être passionné, que ça te colle aux tripes, ce que tu es en train de développer, parce que si t'es pas passionné, personne va faire le boulot à ta place, en fait. C'est ça. Et après, je sais pas toi, mais c'est vrai qu'au début, les premières années ou les premiers mois, j'avais tendance à trop travailler et à mettre un petit peu ma vie de famille légèrement en retrait. Aujourd'hui, donc après 6 ans, mais ça fait peut-être 3 ans que j'arrive vraiment à faire du 50-50, voire quand même autant de famille que de business. Et c'est hyper important pour moi de pas juste travailler, mais m'organiser pour pouvoir passer plus de temps en famille. Et même si je travaille parfois le samedi et le dimanche, puisque moi je filme des familles à leur domicile et que c'est les jours les plus choisis, c'est pas pour ça que je vois moins mes enfants. En fait, justement, je vais les chercher tous les jours à l'école ou à la crèche. On passe du temps en vacances, etc. Et je sais pas toi, mais c'est vrai que parfois, il faut remettre aussi le contexte. Parce qu'on peut... notre propre organisation. Ouais, de toute façon, quand on est maman entrepreneur, la semaine, le week-end, il y a forcément des jours où on va dédier plus de temps à sa famille et d'autres où on va être plus dans le boulot. Et en fait, finalement, que ce soit en semaine ou le week-end, pour nous, ça n'a pas vraiment d'importance, entre guillemets, on va dire. Mais moi, de toute façon, le montage, pareil pour le podcast, je fais tous les week-ends pendant la sieste de mon fils. Et justement, quand j'ai de la famille qui vient, des amis, j'en profite pour payer un monteur et qui me fasse ce montage. Et dans ces cas-là, j'équilibre, tu vois, mais l'ambition, ça me permet justement aussi de me dire, OK, une de mes ambitions pour cette année, c'est de développer assez mon podcast et mes missions aussi pour investir dans mon podcast et notamment déléguer tout ce qui est très chronophage pour libérer ce temps-là que je fais justement tard le soir ou sur les siestes de mon fils le week-end. Et finalement, même si mon fils dort, c'est quand même un moment que je pourrais passer notamment avec mon mari. Mais on est tous les deux de très gros bosseurs, donc de toute façon, on bosse quand même un petit peu le week-end. Et ça ne nous empêche pas, après, une fois que mon fils est réveillé, d'aller au parc, de jouer au ballon, d'en profiter. De tout faire avec lui. Mais c'est sûr que, de toute façon, l'organisation, elle est différente. Ouais. Et puis, ça a ses limites parce que ton fils ne fera pas de sieste jusqu'à 5 ans. Ouais. Et tu peux commencer dès à présent à savoir ce que tu veux déléguer. Je trouve que la délégation, c'est vraiment un gros sujet. D'accord, tu perds en rentabilité à un petit moment, mais le fait de pouvoir déléguer pour rester dans sa zone de génie, faire vraiment que des choses qui te font kiffer et déléguer au fur et à mesure des choses où tu n'as pas vraiment de valeur ajoutée pour, à terme, passer plus de temps le week-end et pas ouvrir ton ordinateur ou... c'est vraiment un sujet dont on peut parler maintenant. Et justement, toi, tu as structuré une équipe autour de toi. Ces dernières années, en tout cas, Croco Maman, tu étais toute seule au début à faire les vidéos. Ouais. Maintenant, tu as fait une académie, tu as une autre personne qui t'aide pour le montage. Ça t'aide notamment à atteindre ces rêves-là que tu as ou ces objectifs qui soient en termes de
je veux que Coco Maman, ce soit une marque déposée ou tu vois, une façon de créer des vidéos ou un certain chiffre d'affaires. Comment est-ce que toi, tu l'as perçu, cette structuration de ton activité? En fait, la délégation est venue vraiment naturellement. Avant d'être à mon compte, je faisais de la vidéo et j'adorais tout faire toute seule. J'avais l'impression que j'aurais plus de mérite si je faisais à la fois la caméra, le montage, le décor, les costumes, parce que je faisais des films de danse et j'aimerais vraiment me dire c'est moi qui ai tout le mérite. Et en fait, je me sentais assez seule parce que je partageais mon film mais avec pas grand monde. Et aujourd'hui, j'adore l'idée justement d'être en équipe. Bon, pour l'instant, je fais avec les moyens du bord. Dès que j'ai un petit peu plus de chiffre d'affaires, je me dis, bah, tiens, je vais déléguer telle ou telle chose. Mais j'adore l'idée d'être en équipe. Et donc, ce sont que des freelances. Donc, ce qui est chouette, c'est que Ça si... permet aussi ouais. de sortir un peu de sa bulle, non? On est quand même très isolé quand on entreprend, des Oui. fois. En fait aussi, j'avais un entrepreneur qui m'avait dit que lui, il gardait que sa zone de génie. Donc la zone de génie, c'est là où tu te sens, déjà où tu es très bon, mais surtout ça te prend pas d'énergie. Donc moi, la zone de génie, c'est le montage, les tournages et la communication sur les stories, c'est tout. Et après, prendre d'autres personnes qui sont eux-mêmes dans leur zone de génie. Donc en général, j'essaie de trouver des personnes meilleures que moi dans leur domaine. Et parfois, c'est des petits contrats, tu vois, c'est contrats à 200, entre 200 et 500 euros mensuellement. Mais par contre, de déléguer, par exemple, quelqu'un qui va faire les articles de blog, même si je savais le faire, je le délègue. Ça permet que la personne soit dans sa zone de génie. Donc, du coup, ça t'apporte de l'expertise pour ta boîte. Et en même temps, moi, ça va me faire gagner 1 heure, par exemple. Et de cette heure-ci, soit justement, je vais chercher ma fille à l'école, soit j'en profite pour rester dans ma zone de génie, faire du montage ou faire mes stories qui, derrière, me rapporteront des conversations, qui me rapporteront des clients dans peut-être 2 ans. Et je vois vraiment ça, comme un investissement plutôt long terme pour gagner du temps, de l'argent et aussi rester vraiment que dans une zone hyper plaisir. Mais tu vois, tu disais, alors du coup, je pense que tu ne le pensais pas forcément que ça, mais je trouve qu'au contraire, déléguer, certes, ça peut taper un peu dans ta trésor, mais ça te permet justement d'être sur le long terme plus rentable. Parce qu'en fait, finalement, comme tu le disais, tu gardes ce dans quoi tu es bon et finalement, ça te libère aussi de la créativité, de l'espace. Ouais. Là, c'est ce que tu dis, c'est tu délègues finalement au début les choses les plus chronophages ou alors administratives, compta, etc. Moi, là, c'est le montage. Enfin, je sais faire, mais toi, je suis pas une monteuse son, quoi. Ouais. Par contre, effectivement, tout ce qui est les interviews, la recherche d'invités, j'aime bien. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pensé justement hier et je trouve que un autre point sur lequel où je pourrais déléguer à terme si j'ai le budget, ce que j'adorerais, c'est quelqu'un qui m'aide sur toute la partie curation de profils intéressants, tu vois. Ok. Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent pour être interviewées, mais j'essaye d'adopter de plus en plus une ligne éditoriale quand même assez spéciale avec des histoires fortes. Ouais. Et surtout, d'avoir aussi des personnes qui, du coup, si ça peut répondre à quelques interrogations que certaines personnes ont, qui ont déjà 2-3 ans d'activité. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de newbie entrepreneurs qui me contactent pour passer à mon micro. Et en fait, je trouve que... malheureusement, j'ai interviewé pas mal de personnes comme ça à leur début et en fait, le business n'existe plus. Ah oui. Donc, j'ai envie, même pour elles, en fait, qu'il y ait une certaine longévité derrière et quand, de toute façon, tu as 2-3 ans dans les pattes, tu as toujours plus de résilience, de rebondissement, Bien sûr. des choses à raconter. Donc, même pour toi-même, en tant qu'invité, c'est plus flatteur. Ouais. Et d'ouvrir le spectre. J'ai eu beaucoup de startups à mon micro au début, de personnes qui ont créé des produits, qui ont vraiment monté une entreprise. Et là, par exemple, c'est ce que je te disais, j'ai eu une actrice à mon micro hier, là j'ai une influenceuse cet après-midi, des humoristes récemment. Et en fait, c'est vraiment comment est-ce que tu combines la parentalité quand tu crées ta vie, mais finalement dans n'importe quel domaine, quoi, que ce soit l'humour ou la création de vidéos de famille. Et c'est incroyable parce que moi, je t'ai connue au début de ton podcast. Oui. Tu étais toute jeune dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, je te vois passer partout. Tu fais des événements, à ton micro, tu as des personnes célèbres. Et pour moi, c'est
t'es vraiment le modèle de femme ambitieuse parce que tu te dis pas, bah non, ça fait que 2 ans. Au contraire, tu fonces et je trouve ça super inspirant. C'est Et super gentil. Bah, tu vois, je pense la même chose de toi et c'est ça que j'apprécie en te suivant, c'est que, OK, tu parles de vidéos, de famille, tu donnes plein de conseils d'ailleurs, pour celles qui nous écoutent, allez suivre, Clara alias Croco Maman parce qu'elle donne plein de conseils sur comment filmer ses enfants et ses moments de vie, précieux en famille. Mais tu parles aussi de toute cette partie entrepreneuriat Oui. assez réelle finalement. Genre, bah, là, je bosse tard le soir, là, j'ai beaucoup bossé et bah, là, tu sais quoi? Aujourd'hui, je prends ma journée, c'est kids, only et Ouais. je peux pas entendre parler du boulot et tu crées ce modèle-là, en fait, très hybride où, ben, tu bosses, tu profites de tes enfants, mais c'est rentable, mais ça se développe. Ouais. Donc, ça aussi, c'est super intéressant, en fait, de voir que les modèles sont pas figés, que ça évolue. Là, typiquement, pour cette année, c'est quoi tes objectifs, pour Croco Maman? Alors, ce qui est assez drôle et bizarre, j'ai fait de la numérologie avec une Ah, c'est vrai? entrepreneure qui s'appelle Candice Bonsignor, qui m'a tiré un peu enfin, qui m'a expliqué mon thème numérologique avec mon prénom, ma date de naissance, etc. C'était vraiment très, très intéressant. Et j'arrête pas aussi en parallèle de tirer des cartes de ralentissement, de repos, d'échec, de choses comme ça. Et du coup, je le prends vraiment comme un signe de passer cette année plutôt pas forcément dans la croissance, mais plutôt dans la stabilisation et aussi peut-être de supprimer des choses, enfin peut-être un peu plus de ralentissement, comme si je mettais des jumelles sur mon propre business. Et dans ces tirages, elle me disait qu'en fait, ça me permettrait de préparer la croissance l'année prochaine, voire l'ultra-croissance dans 2 ans. Et du coup, moi, j'ai dit, ah bah d'accord, enfin, je prends ça comme ça. Donc, par exemple, là, j'avais une stagiaire qui voulait venir avec moi. Au début, bon, j'avais accepté son stage en marketing. Et finalement, quand elle m'a dit qu'elle avait choisi un autre stage pour des raisons plutôt de logistique, de localisation, ben, je me suis dit, ah, c'est pas plus mal qu'au lieu de me mettre en croissance et en hyper-productivité, je me mette plutôt en ralentissement. Donc, ce sera... Faut quand même aussi préciser que tu es en plein postpartum. Oui, alors Donc... moi, j'ai un postpartum de rêve, donc ça compte plus, disons. Ouais, mais je trouve que... Enfin, moi, toi, mon fils, il a 2 ans et je m'en prends encore plein la figure de temps en temps, tu vois, de ce... Enfin, j'ai l'impression d'être toujours en plein postpartum, quoi. D'accord. Je trouve que c'est par vague, en fait. C'est pareil, je pense qu'à 4 mois, j'étais au top de ma forme. À 6 mois, j'étais au fond du trou. À 9 mois, j'étais au fond du trou à nouveau. Enfin, tu vois, genre, c'est venu par vague. C'est le et je trouve qu'on roller coaster. On est vachement fragile la première année. Et en même temps, on a cette niaque parce que je trouve que quand on devient maman, on a les hormones, on a envie de tout péter, quoi, d'y aller à fond, etc. Mais peut-être un peu trop. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal parce que, enfin, de ce que je me souviens, t'as quand même bossé jusqu'à la fin quasiment de ta grossesse. Non, enfin, tu t'étais arrêtée? En fait, ça a été un petit peu... La grossesse a été très challengeante parce que je voulais pas être en salle d'accouchement avec mon ordinateur à répondre à des clients. Donc, je m'étais dit, si un jour je suis enceinte, je vais déléguer les mails, etc. Donc, j'ai vachement préparé mon arrêt. Et en fait, sans cette grossesse, j'aurais jamais osé le faire. Aujourd'hui, j'ai presque une équipe qui pourrait rouler sans moi parce que j'ai réussi vraiment à m'extirper. Donc, je me suis... Bon, j'ai eu 1 mois et demi avant l'accouchement pour vraiment de repos, ce qui est quand même beaucoup quand on est entrepreneur. Ouais. J'ai beaucoup, moi, de sorties d'argent, donc c'est vrai quand je m'arrête, quand il n'y a pas de rentrée d'argent, le congé maternité étant juste une rustine parce que ça couvrait même pas... Et puis, tu avais organisé, du coup, ton congé, non? Tu avais embauché des gens pour que les vidéos continuent d'être Ouais, c'est ça produites roulait pour sans des moi. clients. Et en fait, quand mon bébé est né, j'ai continué avec cette équipe qui marchait bien. Et donc, j'ai pas repris tout de suite. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enchaîné donc la fin de mon congé maternité au bout de 2 mois et demi. C'était ma plus grosse période de l'année. C'était décembre, les films de Noël, etc. Donc, en fait, ça aurait été trop bête pour moi de pas travailler à ce moment-là. Donc, j'ai repris. Et du coup, j'ai repris vachement à fond. C'est peut-être pour ça que tu dis, ah bah, t'as repris à fond. Mais ensuite, genre en février, j'ai quasiment pas travaillé. Je me suis dit, je fais une rentrée vraiment à fond. Et par contre, après, je reprends un peu mon congé, pas mon congé mat, mais une reprise en douceur. Et aujourd'hui, je suis vraiment très tranquille, très
assez slow. Et justement, d'avoir eu un bébé m'a permis de me recentrer un peu mes besoins. Tu vois, je me dis, à 16h, je coupe tout, je vais chercher mon bébé à la crèche, ma fille à l'école. Et par contre, je ne travaille plus du tout le soir parce que comme les nuits au début sont incertaines, même si on est plutôt chanceux, je travaille plus le soir. Je préfère préserver, me dire, voilà, pas d'écran le soir. Donc, à la fois, je travaille intensément, mais à la fois sur une période assez courte. Par exemple, de 10h à 16h, je travaille avec une bonne pause déj. Et du coup, c'est pas tant que ça, en fait. Ouais. Et toi? Moi, ça m'intéresserait de faire la numérologie aussi parce que pour voir comment se préparera l'année 2026 pour moi. Mais moi, je suis un peu... finalement, j'ai un peu les deux envies qui peuvent être, on va dire, contradictoires. Et d'un côté, ça fait sens. C'est-à-dire que Biz and Bibs, j'ai envie de le développer vraiment à fond, que ça se développe, qu'il y ait beaucoup plus d'écoute, que j'ai des marques intéressantes qui me sponsorisent, que j'ai des invités beaucoup plus premium. Là, je fais plein de trucs dans l'ombre et qui, heureusement, sont en train de, tu vois, prendre forme. Donc ça, c'est très chouette. Mais j'ai pas envie de le faire au détriment de ma famille. Et ça, tu vois, c'est un peu la grosse leçon de 2025, c'est que, OK, j'ai embarqué toute la famille à Paris et j'ai développé le podcast. Mais du coup, en fait, c'est là où j'ai vu la vraie différence entre l'entrepreneuriat à Paris et à Barcelone. Je pense qu'à Barcelone, comme ça faisait 8 ans, j'avais un peu tout mon réseau et du coup, c'était plus facile pour moi. Mais l'année dernière, en fait, j'ai passé énormément de temps dehors, faire des networking, des soirées, des déjeuners, des rencontres. Et normalement, je bosse à la maison avec mon mari. Et du coup, on a eu beaucoup, beaucoup moins de temps à deux. Il y a eu des moments où j'étais pas là, du coup, pour le tunnel du soir. Et c'était accepté parce que c'était pour relancer mon business. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où on a senti que les deux, ça tirait un peu trop, quoi. Ouais, c'est important. C'était compliqué. Et d'un côté, j'étais, en fait, si je fais pas ce travail-là, je ne pourrais pas développer mon business. Ouais. Et c'est en faisant ce travail-là qu'à partir de... On est arrivé en janvier 2025 et c'est à partir de septembre où là, ça a commencé à vraiment bien marcher niveau business. Donc 9 mois quand même. 9 mois, tu vois, de sortie, etc. Mais tu sens que ça fait quand même un coup sur la famille, le couple. Et c'est des choses où c'est très difficile de mettre le curseur quand tu es entrepreneur. C'est comment tu fais pour prendre du temps pour toi, pour développer ton projet passion, mais aussi pour gagner des sous. Donc, des fois, ça veut dire aussi faire des missions, notamment en freelance avec d'autres personnes, d'autres clients, sans que ça ne se fasse au détriment de ta famille et de ton couple. Ok, moi, j'ai un peu une idée de ça. C'est que je vois vraiment le travail comme quelque chose d'assez éphémère. La famille, pour moi, c'est pour toujours. Donc, c'est vraiment ça à faire passer en priorité. Et le travail, tu vois, j'imagine, on a tous eu des boulots où on voulait tout faire bien, on travaille tard. Tu sais, tu veux bien montrer, tu restes tard le soir, etc. Peut-être pas tout le monde, mais l'idée de faire un truc où tu te donnes à fond. Au final, 10 ans après, ça n'a pas... Oui. Ça change rien. Finalement, tu finis plus tard avec des regrets que... Ouais, et puis je me dis, c'est toujours éphémère, on fait toujours au mieux. Mais c'est vrai que la famille, il faut vraiment préserver ça. Et après, moi, je suis assez indépendante, c'est-à-dire que j'aime bien partir avec mes copines le week-end. On part beaucoup en amoureux. Je suis pas que en famille, c'est-à-dire que... Mais par contre, quand je suis en famille, je n'ouvre pas mon ordi, je bloque mon téléphone. Tu vois, j'essaye vraiment d'être à 100%. En fait, à 100% pour le boulot. Et quand c'est plus le moment du boulot, à 100% pour la famille. Et j'imagine un peu ça comme j'ai un peu ma cape. Tu vois, moi, je suis Clara Dess et j'ai ma cape croco-maman quand il le faut. Et puis après, je l'enlève pour être maman. Tu la mets sur le porte-manteau. Et il y a quelque chose aussi qui m'a aidée récemment, c'est que je parle pas mal de... Non, pas mal, mais un petit peu de ce que je fais au travail à ma fille pour qu'elle comprenne ce que je fais au quotidien. Ah, je suis allée filmer une famille. Ah tiens, j'ai fait ça. Et, elle a quel âge déjà ? Elle a 6 ans maintenant. Et elle est curieuse et je me dis que ce sera plus tard peut-être un modèle. Elle se souviendra, elle en pâtira pas, elle dira pas tiens, t'étais pas là. Et ça m'arrive parfois de pas être là et de dire voilà, toute cette semaine je viens de chercher à l'école, on va faire ça, ça, ça. Et par contre, ce week-end je serai pas là parce que je pars à Bordeaux ou à Londres exceptionnellement. Oui, tu pourquoi tu seras pas là. C'est pas tous les week-ends, mais de temps en temps je m'en vais.
Et je lui dis, mais par contre, avec cet argent, ça mettra dans la tirelire pour payer les vacances. Et il y a toujours cette notion de je gagne de l'argent avec mon travail et en plus j'adore mon travail. Et avec papa, on est super heureux dans ce qu'on fait. Mais aussi, ça va nous payer des vacances et ça payera la maison et ça payera Oui, ça bénéficie ton à la poney, famille. quoi. J'essaye aussi de montrer que je travaille pas, que c'est aussi pour elle que je travaille. Ouais. Oui, non, c'est tout un sujet et tu vois, je pense que 2026, et en tout cas, j'y travaille et c'est mon ambition, c'est d'avoir ce développement de mon podcast et de faire en sorte de devenir vraiment la référente pour les mamans et les papas qui entreprennent, mais justement de ne pas le faire au détriment de ma propre famille. Et là, typiquement, je fais toujours du montage pour la sieste de mon fils, mais uniquement si mon mari va faire la sieste aussi ou si il travaille également, de dégager beaucoup plus de temps à deux. Et là, ce que j'essaye aussi de faire, c'est de lui proposer des temps seuls pour lui. Il est allé au cinéma l'autre jour tout seul, il est allé à Londres à faire un week-end entre amis. Et voilà, et de lui dire, en fait, c'est OK. Moi-même, je suis très sociale, je sors beaucoup, mais c'est OK que tu le fasses aussi, parce que c'est important pour toi. Et je pense que c'est super... je pense que toi aussi, ça fait longtemps que tu es avec ton conjoint. Moi, ça fait 8 ans. Et les relations, elles évoluent vachement. Et là, en plus, on a eu un déménagement dans une autre ville, un autre pays. Il faut dire que mon mari est espagnol et apprend le français. Donc, il y a aussi la barrière de la langue qui peut créer une certaine forme d'isolement. Et donc, c'est 2026, l'année pour moi où il faut qu'on ait chacun nos espaces, nos activités, qu'on s'épanouisse individuellement, mais aussi mutuellement. Mais c'est vrai que... on passe... moi, je trouve que depuis qu'on est à Paris, on passe tellement de chouettes moments en famille. Moi, je vis dans le centre de Paris et je vais jouer avec mon fils au Palais Royal, aux Halles et sur le Pont-Neuf. Et c'est très drôle de voir, de lancer le ballon et de voir des touristes qui soient chinois, qui soient américains, ou même des Parisiens qui courent vers le ballon pour lui relancer. Génial. Donc, de toute façon, un enfant, ça met toujours de la joie. Et comme tu dis, moi, de toute façon, il a 2 ans. C'est un petit garçon qui est très intense. Quand je suis avec lui, je ne peux pas être sur mon téléphone, mon ordinateur. Il n'y a aucun doute dessus. Il me balancerait l'ordinateur. Oui, justement, lui, il me demanderait les crocos parce qu'il est fan de la chanson. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont à la fois, qui sont assez fiers de dire, ce week-end, qui montent leur ordinateur avec leur enfant qui joue derrière. Et moi, ma fille m'a jamais vue sur mon ordi. Et je pense que c'est... Ouais, moi pareil, quasiment pas, parce qu'en fait, quand il rentrait de la crèche et que j'étais devant, je finis un email et j'arrête, quoi. De toute façon... Je me dis chaque chose en son temps pour les préserver aussi. Et oui, parfois, j'ai hâte qu'elle aille se coucher pour travailler. Je sais que c'est pas tout rose ou tout noir, malheureusement. Voilà. Mais il faut savoir placer le curseur. Il y a des jours où on a envie d'être avec eux. Il y a des jours où, oui, on a envie de bosser. Je pense que c'est bien aussi de savoir l'admettre. C'est pas honteux que d'être passionné par son travail. Et il y a aussi des jours où c'est compliqué d'être parent. Donc, t'as qu'une envie, c'est soit de les vendre sur le bon coin, soit qu'ils aillent dormir. En lot groupé. Ça permet aussi, finalement... moi, ça dépend vraiment... non, ça dépend pas, mais tous les soirs, quand je retrouve mon fils, c'est mon sas de décompression, quoi. Après une grosse journée, c'est le voir arriver et d'entendre « Maman !» Ça, c'est juste génial. C'est trop bien. Moi, la période est fatigante en ce moment. Je dirais pas que c'est mon sas de décompression, mais j'essaye. Et oui, je voulais aussi dire à un moment, tu vois, ma fille me disait « Ah, mais pourquoi le mercredi, je suis pas avec toi mes copines ?» Et là, donc, je lui explique tes copines, leur maman, elle travaille pas, elle s'occupe de telle ou telle personne, de tes copines. Moi, je travaille parce que, en fait, si je travaille pas, on pourra pas partir en vacances. Et il y a aussi entre ce qu'on voudrait et la réalité, des choix à faire. Voilà, petit truc un peu hors sujet, mais... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des mamans entrepreneurs qui nous écoutent pour justement trouver cette ambition-là, la nourrir quels seraient tes conseils au regard de ta propre expérience? Les conseils que je pourrais donner, ce serait donc de dédier du temps, vraiment le temps travail et le temps famille, pas mélanger les deux. Je me souviens qu'au début, ma fille était dans le bain et j'avais mis l'ordi devant la porte et j'étais à moitié en train de faire semblant d'être avec elle et à moitié en train de finir quelque chose. Et
Et voilà, à ce moment-là, j'en ai eu besoin, mais je regrette de ne pas avoir été avec elle à fond. Donc vraiment, ouais, de séparer pro et perso dans la mesure du possible. Mon conseil à moi, ce serait plutôt pour la partie pro, c'est de se fixer des objectifs. Surtout quand tu pars d'un projet passion, au début, tu pars un peu dans tous les sens. Oui. Et t'oublies, en fait, tu te rends compte après que tu as oublié certaines choses qui étaient importantes. Et de se fixer des objectifs, mais c'est pas forcément des objectifs chiffrés, en fait, c'est plus je veux sortir tel projet à telle date. De se fixer des objectifs à des dates. Ça, c'est super important. Des objectifs chiffrés. Ouais, j'ai beaucoup pas coaché, mais enfin, j'ai aidé du coup beaucoup de personnes qui se lançaient en freelance, en entrepreneur, parce qu'avec le podcast et avec mes autres expériences précédentes. Et mon conseil, c'est donne-toi une date, donne-toi des objectifs, parce qu'en fait, si t'as pas de feuille de route, enfin, il y aura personne pour te la donner. Oui. Donc, c'est beau d'avoir une idée, un projet, mais ok, c'est quoi la suite? Quand est-ce que tu vas créer ton site web? Quand est-ce que tu vas ouvrir ta page Instagram? Quand est-ce que tu vas avoir tes 5 premiers clients? Et en fait, de se dire, bah, au 26 juin, j'aurai 5 clients, par exemple, ça va te dire, ok, bah, en fait, là, il faut que je démarche, il faut que je prospecte. Ça te donne un peu une feuille de route. Moi, j'ai des objectifs en termes d'écoute, par exemple, pour Biz & Bibs. Et c'est, bah, ok, par rapport au nombre d'écoutes que je me suis fixé, il faut que j'ai des profils plus premium, qui sont plus suivis, ou alors qui ont des histoires super fortes, qui vont me permettre de générer ces écoutes-là, ou bien de m'associer à d'autres médias pour donner plus d'écho et d'amplification podcast. Enfin, en fait, finalement, ces chiffres te donnent aussi des pistes pour comment y arriver. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Ce que je pourrais aussi rajouter, c'est de manifester tous les soirs avant de dormir. J'écris, oui, je suis un peu bizarre entre la numérologie, j'écris une date, donc par exemple une date peut-être 2 mois plus tard, et j'écris le nombre, j'écris au présent, je suis à cette date et j'ai réussi à vendre, je sais pas, 4 films de famille, 100 films de téléphone, j'écris une date. Et après, c'est vraiment de dire comment je me sens. Là, je suis en train de célébrer comment je me sens. Et donc, souvent, c'est excitée, fière, motivée, soulagée. Enfin, il y a toujours des émotions. Et c'est vraiment de fermer les yeux et de manifester. Enfin, pas de manifester, mais de m'imaginer comme si j'avais déjà réussi. Et en fait, tous les jours, je me rends compte que je mets des petites cases et je coche et je dis « Ah bah, telle personne m'a contacté, telle personne m'a contacté. » Et en fait, à chaque fois, je me rends compte que mes objectifs, je les atteins. Parce que je me mets déjà comme si je les avais réussis. Donc ça me donne une posture un petit peu d'abondance, comme on dit. Et au lieu de me renfermer sur moi-même, de me dire merde, en ce moment il pleut, personne commande des films dans son jardin, bah, de me dire non, tout le monde veut des films et je suis déjà complète. Et en fait, ça m'aide vraiment. Bah, de toute façon, tu es aussi ce que tu vends. Enfin, c'est-à-dire qu'on va pas t'acheter si tu vends une image un peu de j'y arrive pas. Enfin, c'est bête, hein, mais l'entrepreneuriat, c'est un mindset. Et ça fait beaucoup écho à une interview que j'ai fait il y a pas longtemps, là, lors de l'événement Parent Up. J'ai interviewé Céline Steyer de Nouvelles Héroïnes. Et je crois que je lui ai posé une question sur c'était quoi tes moments un peu de down. Enfin, est-ce que tu as eu des challenges, des défis que tu as réussi à remonter? Elle me dit non, mais moi, j'ai toujours eu confiance en moi. Et j'ai toujours eu confiance en mon projet. Et je savais que ça allait marcher parce qu'en fait, il y avait un besoin, en fait, de raconter aux petites filles qu'elles pouvaient y aller, qu'elles pouvaient réussir à travers des rôles modèles. Et j'étais scotchée parce qu'en fait, elle a raison. Enfin, aujourd'hui, je crois qu'elle fait 25 000, 30 000 écoutes par mois. Elle a 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Elle a travaillé avec la Fondation Kiabi, la Fondation L'Oréal. Enfin, elle a un business de ouf lié à son podcast. Et en fait... la confiance, quoi. Enfin, ça fait vraiment toute la différence. Mais c'est pas facile de la nourrir et de l'avoir au quotidien. Ça peut être ça, ça peut être vraiment un conseil qu'on pourrait donner, ce serait d'avoir confiance en soi et aussi au niveau de ses tarifs, vraiment réfléchir à qui on veut vendre. Ça, c'est tout un sujet. Ouais. Il y a une phrase qui me suit au quotidien, c'est un vendeur de Ferrari ne peut pas forcément s'acheter une Ferrari. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fixe pas le tarif en fonction de nous, ce qu'on pourrait payer, mais vraiment de la valeur qu'on apporte, de la transformation qu'on apporte aux clients et ne pas s'excuser de vendre, en fait. Et
moi, je me dis vraiment quand les gens me disent « Ah, je vois un film », et tu sais, je les relance de temps en temps « Bah tiens, si tu veux, je suis dans ta ville ». Ils me disent « Ah oui, bah c'est pas le moment ». Je suis pas désolée pour moi. Je pense vraiment jamais pour moi en termes de chiffre d'affaires. Je pense pour lui. Je me dis « Bon, bah, moi, c'est pas grave, j'aurai un autre client ». Tu vois, j'ai la confiance de me dire que c'est pas grave, la place sera prise. Mais par contre, ben, cette personne, oui, pourra payer un bout de sa salle de bain, mais bah, n'aura pas son film dans 20 ans. Ouais. Et donc, je prends toujours... Enfin, j'essaie de penser... je me dis pas, mince, il veut pas mon produit. Je me dis, bah, tant pis pour lui, entre guillemets. Ouais. Donc, c'est cette confiance dans ce qu'on vend, Mais ne serait-ce que face à des clients ou même des partenaires commerciaux un peu plus élevés, tu vois, des marques. Enfin, quand tu évolues en tant qu'entrepreneur, tu as forcément des interlocuteurs aussi un peu plus, tu vois, et d'avoir cette confiance dans ces prix, c'est indispensable parce que tu peux aussi te retrouver face à des gens qui veulent les négocier, qui veulent Oui. les réduire. Et donc, de rester dans tes baskets, de dire, bah, en fait, ça, c'est les tarifs que j'ai affichés parce que ça comprend pas seulement en fait ce que je vais délivrer le produit final, mais en fait, ça comprend les 6 ans d'expérience que j'ai dans le métier. Oui, Et ça, les gens ont du mal à le comprendre ça se des fois. valorise. Oui, on peut faire aussi... Ben, pareil, parfois, je propose un... Alors moi, mes tarifs sont fixes. Ils sont affichés, donc il n'y a pas de tête de client. Mais c'est vrai que pour les professionnels, en fonction du temps que j'aurai de montage, parfois, on ne peut pas savoir en avance. Donc, tu fixes un budget. Et dans tous les cas, je me dis que... Enfin, je reste droite dans mes bottes et je me dis que je suis déjà complète. Et qu'en fait, s'ils veulent pas à mon tarif, ben, c'est pas grave. Ouais. Tu vois. Et ça a été un entraînement parce qu'au début, on pourrait avoir tendance à dire oui à tout. Et finalement, en disant oui à quelque chose qui ne nous conviendrait pas, bah, tu perds du temps pour d'autres opportunités. Donc, c'est rester assez droite, comme tu dis, dans ses baskets. Sachant qu'un non maintenant, ça peut être un oui dans 1 an ou 2 ans aussi, tu vois. Enfin, c'est Ils pas... reviendront et en plus, t'auras T'auras doublé augmenté tes tes tarifs. tarifs. C'est trop dommage pour eux. Ouais. Ouais, non, mais ça arrive, hein. Et sinon, bah, j'ai eu une phrase qui me suit aussi. C'est une phrase que je sais pas, que je me suis inventée et que je dis à tout le monde maintenant. C'est dès que j'ai un doute dans une offre que je propose, c'est par exemple de me dire si j'étais milliardaire, est-ce que cette offre, je la ferais? Et parfois, la réponse est non. Par exemple, ce serait quelque chose que je ferais juste un peu pour l'argent. Et finalement, bah, si j'étais milliardaire, j'ai aucune limite. J'ai vraiment confiance en moi, du coup, parce que j'attends rien. Et ben, forcément, il y a des offres que je mettrai plus en place. Et j'écoute vachement un peu mon fort intérieur qui, finalement, fait parler aussi ma passion, comme on disait tout à l'heure. Non, mais c'est Donc, intéressant ce positionnement parce que il y a quand même beaucoup de freelances et d'entrepreneurs qui se lancent, qui font des choses un peu aussi par désespoir de l'argent. Enfin, parce que ouais, la peur du c'est manque, difficile de se rémunérer bien sûr. la première année ou les 3 premières années. Et il y a des choses finalement où tu regrettes, où tu te rends compte qu'en fait, c'était pas rentable parce que tu avais des tarifs au rabais et en fait, tu as passé beaucoup de temps dedans. Et donc, du coup, tu n'en as pas dégagé pour faire autre chose où tu aurais pu gagner Ouais, plus. c'était Donc, mon cas au début. J'étais pas assez chère et du coup, je gagnais pas ma vie, quoi. mm. Au final, c'est pour ça que maintenant, il faut vraiment être, bah, comme toi, plutôt premium et savoir exactement à qui on veut vendre et ne pas s'excuser. Moi, je dis toujours pour présenter Biz and Bibs, et ça fait rire les gens, c'est Biz and Bibs, c'est l'enfant de Génération Do It Yourself et Bliss. Trop Et bien. tu vois, sûrement très ambitieux et peut-être un peu hautain, j'en sais rien, mais en fait, je prends 2 références pour moi. Une référence dans le podcast de l'entrepreneuriat et une référence dans le podcast maternité. Et pour moi, Biz and Bibs, c'est l'enfant de ces 2-là. Et je Génial. prends exprès des références connues Bien sûr. et qui sont très puissantes parce que c'est vers là, en fait, que j'ai envie de tendre. Mais d'un côté, bah, ça aide aussi beaucoup plus dans l'imaginaire des gens de te projeter, tu vois. Ouais. Et toi, t'es déjà, t'es déjà l'enfant de ces 2 podcasts et le fait de vouloir déjà grand, tu vas y Mm. arriver, c'est sûr. En fait, quand tu sais exactement où tu veux aller, ça se passera peut-être pas exactement comme ça sera peut-être encore mieux. Et si j'avais aussi un autre conseil à donner, c'est d'aller travailler dans des beaux endroits, se ressourcer avec des belles choses parce que ça apporte une autre énergie, toujours une énergie d'abondance. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais pas hésiter à aller prendre un café à 8 € dans un bel hôtel, tu vois, et je vais avec mon ordi, je demande est-ce que je peux rester 2 heures ici ou 3 heures, ou tu vois, je déjeune parfois sur place. Parce que en fait, le fait d'être dans des beaux endroits,
je travaille de façon hyper efficace. Et souvent, c'est à ce moment-là que les gens me contactent, que veulent des films. Et je me dis, ah, mais c'est dingue, tu vois, d'être dans l'abondance. Ça apporte beaucoup. Contrairement à, je vois beaucoup de personnes qui vont aller chercher au moins cher ou dormir dans des hôtels pas chers et pendant qu'ils sont en mission. Et tu te dis, mais ok, c'est pas cher, tu vas économiser 100 € sur ta journée d'hôtel. Mais en fait, t'es pas dans une belle énergie. Et donc, ce serait mon conseil, de se mettre dans des beaux endroits. Non, mais ça, c'est un bon conseil. Hein. Enfin, j'y aurais pensé en te connaissant parce que je sais que c'est ce que tu promets beaucoup en stories, mais c'est pas quelque chose que moi j'aurais dit naturellement, mais il faut que je tente en fait. Ah oui, essaye. Il faut que je teste. Ça change tout d'aller prendre Tu prends ton carnet ou ton ordi, tu vas dans un beau café. Tu peux même faire des rencontres intéressantes, qui C'est sait. ça. Hein. J'ai vécu l'expérience avec une amie, on est partis en Crète ensemble. Et puis moi, j'avais pas trop envie de dépenser dans un hôtel. Et puis elle, c'était ses seules vacances de l'année et elle avait vraiment envie d'un truc magnifique. Elle m'a proposé un hôtel, on dormait dans la même chambre, donc il fallait qu'on divise en deux. C'était 500 € la nuit. Et au début, je m'étais dit, non, mais c'est mort, moi, je pensais même pas 200, tu vois, par nuit. Et même pour la Crète, c'est hyper cher. Et en fait, comme on restait que quelques jours, j'ai dit, bon, ok. Arrivé là-bas, à l'hôtel, le service était tellement premium que du coup, mais j'étais dans une énergie d'abondance. J'ai décidé d'augmenter mes tarifs. J'ai vendu des films à mes nouveaux tarifs. Et je voyais autour de moi que des personnes qui ressemblaient exactement aux familles que je souhaiterais filmer. Qui d'ailleurs, ces personnes dormaient dans des chambres à 2000 € la nuit. Et où l'argent, c'était plus un problème pour eux. Et en fait, c'était comme si j'avais payé un coaching, tu vois, d'être là-bas. Ouais. Ça a dû me coûter, parce qu'on a dû rester quelques jours, ça a dû me coûter 1500 €, quelque chose comme ça. Mais j'ai tellement appris sur moi, sur ma valeur, sur ce que je voulais, sur les belles choses que je voulais autour de moi, que du coup, c'était un vrai investissement qui n'était pas que du luxe et du plaisir juste sur le moment, mais qui m'a vraiment... qui a changé toute ma façon de voir mon business. Ouais, moi, si j'avais un dernier conseil aussi à donner, c'est sortez de votre bulle et surtout osez aller à la rencontre des gens. Moi, j'ai quelqu'un qui m'avait dit en interview, enfin 2 personnes d'ailleurs qui m'ont dit un peu la même chose, mais qui m'ont dit: «Et au pire, tu as un non». Enfin, non, c'était quoi? C'est: «Et au pire, tu as un oui». En fait, on a peur du nom des gens, on a peur d'aller rencontrer des gens, de faire des propositions, enfin, tu vois, ne serait-ce que demander, écoute, moi, je veux lancer un business qui est similaire au tien, est-ce que je peux te poser des questions? Enfin, j'ai plein de personnes qui me contactent parce qu'elles veulent se lancer dans le podcast, tu vois. Et après, il faut aussi, toi, donner la part des choses. Moi, j'ai accepté beaucoup d'appels et je leur ai donné des conseils. Et là, des fois, j'ai un peu mis le haut là parce que justement, je me suis dit, ça me prend beaucoup de temps personnel et d'énergie. J'ai pas forcément grand-chose en retour. Mais je trouve que d'aller vers les gens et d'aller à des événements, rencontrer des gens, moi, c'est ça qui me ressource. Toi, c'est les beaux lieux. Alors, si je peux combiner les beaux lieux et les belles personnes, encore mieux. Mais moi, j'adore l'événementiel, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai lancé un podcast, parce que j'avais envie d'aller vers les gens et rencontrer des gens. Mais je trouve que ça m'inspire énormément. Et tu apprends forcément quelque chose de l'histoire de quelqu'un, d'une phrase qu'on t'a dit. Et je trouve que... à l'heure où les réseaux sociaux nous permettent d'être connectés partout dans le monde à des milliers, des millions de personnes, finalement, se retrouver face à 2-3 personnes dans un événement et papoter, c'est aussi tellement riche. Et il faut savoir doser, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que je suis peut-être allée à trop d'événements en 2025 et là, en 2026, je vais essayer de réduire un peu la cadence. Mais c'est de choisir les endroits et les rencontres qui vont te nourrir. Et ça, je trouve que ça aide vachement à nourrir ton réseau professionnel, ta créativité, tes idées, mais aussi ton ambition, parce que peut-être que tu peux rencontrer des gens qui sont au level 2 étages au-dessus de ce dont toi tu es actuellement, ceux-là où tu veux viser, et ça peut te dire mais elles ont réussi, pourquoi pas moi? Et en fait, c'est un super exemple pour te dire c'est là où tu rencontres des vrais exemples de réussite, mais qui sont pas trop surléchés comme sur les réseaux sociaux. Et c'est vachement inspirant, je trouve, pour justement encore plus bosser sur son ambition. Intéressant. J'ai exactement pour toi, je sais pas si tu connais et si on peut citer le nom, mais il y a le Roller Coaster qui est un réseau où justement tu payes assez cher ta place, donc tout le monde n'y va pas. C'est du style 150 € la soirée.
et t'es que avec d'autres entrepreneurs dans un beau lieu. Alors, ce serait Il y a vraiment le cercle aussi, hein. Ouais, Enfin, c'est la la même, combinaison ouais. de ce que toi tu aimes, avec rencontrer des personnes. Moi aussi, ça me ressource énormément. Et être dans des beaux lieux. Et à chaque fois, je me dis, bon, bah, je paye ma place. Du coup, c'est un réel engagement pour moi d'y aller. Et d'écouter, j'y vais pas pour me faire des clientes, mais d'écouter les parcours, ça me fait toujours... il y a toujours, ouais, comme tu dis, la phrase qui reste ou qu'on entend à ce moment-là, qui te fait faire 2 bonds en avant à chaque fois. Ce Donc, serait quoi la chose que tu retiendrais là de cet échange qu'on a eu sur la carrière, l'ambition, la maternité? j'ai hâte d'aller travailler. Je me dis: «Merde, la sortie d'école, c'est dans déjà 4 heures». Mais mais heu, mais voilà, c'est super intéressant, parce que je me rends compte que je suis vraiment à ma place et que j'ai réussi à trouver l'équilibre entre, le pro, donc l'ambition, le kiff de mon travail et le perso avec ma vie personnelle et familiale. Et je pense que c'est vraiment une réussite. Et quand on parle de réussite, d'avoir trouvé cet Mmh. équilibre-là, il n'a pas été évident. Je pense que j'ai mis bien 2 ans et demi à le trouver. Et aujourd'hui, je vais vraiment aller dans ce sens pour préserver ces deux pans de ma vie. Ouais, pour moi, la réussite, c'est d'être aligné avec ce qu'on fait et d'être épanoui, enfin, d'aimer ce qu'on fait. Hem et d'avoir trouvé alors cet équilibre, je dirais, avec la famille, mais aussi pour moi avec l'argent, le fait que ce que tu crées te permette aussi de générer de l'argent pour justement ensuite, soit réinvestir dans ton business, soit investir dans ta famille ou les 2 si tu si tu le peux. Mais, ce que j'aimerais vraiment dire à celles qui nous écoutent, c'est n'ayez pas peur d'être ambitieuse. Au contraire, fixez-vous des objectifs, rêvez grand. On nous apprend très vite malheureusement à limiter un peu nos rêves, mais Ouais. allez-y à fond, on peut créer des belles choses, on peut rencontrer des gens qui sont au niveau supérieur et qui sont très généreux malgré tout, qui te donnent plein de conseils. Sortez de votre bulle et allez-y, go, tout déchirer. Trop bien, j'adore ta vision de la vie. Merci Clara. Merci, c'est trop chouette.